Très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces rendez-vous de face à face sur Mirador Télévision, votre chaîne de prédilection. Réplique au nord de ce soir sera consacrée à l'évaluation du gouvernement Matata Ponyo. Comme vous le savez, d'après une tradition occidentale bien sûr, un gouvernement qui entre en place est évalué après ses 100 premiers jours. Alors, sur ces plateaux, comme toujours, des invités de marque, des fins analystes et acteurs politiques de la vie politique nationale avec qui nous allons échanger. Nous sommes ainsi honorés de la présence de M. Siti André Mulumba, à qui je vais demander de faire son entrée sur ces plateaux. Bien, vous comprenez. Monsieur Siti André Mulumba, soyez le bienvenu chez Mirador. Merci. Vous êtes un acteur politique proche de la majorité présidentielle. Tout à fait. Merci. Encore une fois, soyez les bienvenus chez Mirador. Merci. Il ne sera pas seul. Je suis également honoré de la présence de monsieur Norbert Yamba, à qui je vais demander également de faire son entrée. Monsieur Norbert Yamba, soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes un acteur politique et socio-économique à la fois. Je ne me suis pas trompé. Ça fait combien de minutes? Soyez les bienvenus chez Mirador et je vais vous demander de vous saluer. Et on s'installe. Merci. Merci bien. Comme je l'ai annoncé, M. Siti André Mulumba, plus de 90 jours après, comment d'entrée de jeu allez-vous évaluer l'action du gouvernement Matata Ponyo? Merci John pour m'avoir invité sur ce plateau. En ce qui me concerne, je trouve qu'il n'est pas toujours aisé d'évaluer un gouvernement sur base d'un délai de 3 mois. Donc 90 jours, ce n'est pas toujours facile. Cependant, à ce que je sache, le gouvernement Matata Ponyo, je crois d'ici 3 jours, va totaliser 90 jours. Et je pense, John, pour tout gouvernement qui se respecte, je crois l'objectif d'un gouvernement, c'est le bien-être de la population. Ouais, les sociales. Et pour parler de cela, je crois que dans le cadre de la politique économique, n'est-ce pas, de tout gouvernement, il y a effectivement les objectifs à atteindre. Et ces objectifs, bien sûr, que la politique économique poursuivie par le gouvernement sont des 4 ordres. Et là, c'est de manière traditionnelle. Classiquement, partout, c'est comme ça. Ces objectifs se résument justement en ce que l'on appelle les carrés magiques de Kaldor. Kaldor, c'est un économiste britannique justement qui a mis en place ces objectifs, qui sont l'atteinte de la croissance économique, qui est effectivement évaluée à travers les taux de croissance par PIB. Il y a, monsieur, l'emploi, la création de l'emploi, qui est effectivement évaluée à travers les taux de chômage. Il y a finalement l'équilibre extérieur qui est évalué à partir du solde des balances de transactions courantes. Et enfin, il y a ce que l'on appelle la stabilité des prix. Non, mais et là, cette stabilité des prix est mesurée par un indicateur non, tout ça que vous dites, qui est le taux d'inflation. C'est bien beau, mais on a l'impression et par que... rapport à cela, justement, oui. Par rapport à cela, tous ces objectifs, il faut qu'il y ait les moyens pour les atteindre. Monsieur, c'est une question importante à laquelle je vais répondre, mais laissez-moi que je puisse motiver. Non, vous avez la parole. Vous avez affaire à un scientifique. Ok, mais on a l'impression que vous vous adressez à un auditoire. Tout à fait. Des étudiants à l'UNIKI. Tout à fait. Parce ce qui n'est pas le cas. Je suis content d'avoir un contradicteur. Je dois être concret, mais j'avais voulu. Parce que vous savez, quand les politiques arrivent, ils parlent de beaucoup de choses sans nécessairement tenir compte des soubassements ou tenir compte justement des préalables auxquels il faut remplir.
Et par rapport à cela, je crois qu'il y a les moyens pour atteindre cet objectif qui est la politique économique. Donc, alors, parlons concrètement. Concrètement, je vais 100 jours après. S'il vous plaît, monsieur, je suis en train de motiver. Okay. Et le moyen pour atteindre justement l'objectif du gouvernement, ces objectifs du gouvernement, c'est la politique conjoncturelle, d'une part, et la politique structurelle, d'autre part. La politique conjoncturelle est caractérisée justement par la politique monétaire et la politique budgétaire. Et la politique structurelle, justement, elle est caractérisée par exemple par la politique industrielle. Et vous allez comprendre, messieurs les journalistes, quand vous voyez ces différents objectifs et ces différents moyens que je viens d'épingler ici, en ce qui concerne la politique conjoncturelle, c'est une politique à court terme et la politique structurelle, c'est une politique à moyen et long terme. Et quand vous me posez la question de savoir quel est le bilan du gouvernement actuel par rapport à 100 jours, ouais. D'ores et déjà, je vous dis d'avance qu'il est difficile d'évaluer un gouvernement. Ce qui compte dans les 100 jours, ce sont les intentions de ce gouvernement. Alors, quelles sont ces intentions? Et les intentions sont vraiment promettantes. Ah, ok. Et je vais les démontrer. Non, je vous arrête là. Et je voulais pour terminer, je voulais me dire que le gouvernement, au lieu de s'arrêter au niveau des intentions, il est allé au niveau des actes. Ce qui est encore très encourageant. Monsieur Norbert Yamba, tout au long de ces débats. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes aussi un planificateur, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Alors, monsieur Norbert Yamba, vous êtes congolais. C'est vrai que le gouvernement n'a pas exactement totalisé 100 jours, ça c'est vrai, il faut le rappeler. Mais d'ici là, le gouvernement va totaliser 100 jours. Alors, si vous étiez demandé de faire une petite évaluation du gouvernement Matata Pognon, comment le feriez-vous? Merci, monsieur John, pour l'opportunité que vous m'offrez à participer à ces débats. Vous me posez là une question assez difficile, parce que poser le problème d'un bilan pousse à faire une sorte d'évaluation. Il me semble que pour faire l'évaluation, il faut avoir des outils qui permettent de déterminer les critères et qui permettent également de s'inspirer des indicateurs objectivement vérifiables. Il me semble pour faire les 100 jours, et là il faut saluer naturellement le gouvernement de la République qui a tout fait pour mettre en place ce qu'on peut appeler une feuille de route. Et dans cette feuille de route, elle regroupe des vraies intentions, elle regroupe des actions qu'il faut mener, mais cette feuille de route s'inspire naturellement d'un plan qu'il a présenté et qui a été adopté, je crois, le 9 mai à l'Assemblée nationale. À son investiture. Mais croyez-moi, ce programme est le résultat de ce qu'a représenté les discours-programmes lors de l'investiture du président. Et cela porte sur un certain nombre de choses. Premièrement, le président a parlé de la remise en selle des 5 chantiers. Et les 5 chantiers, vous les connaissez, notamment les infrastructures, l'éducation, la santé, l'agriculture, l'électricité. Ce sont ces 5 chantiers-là. Et ici, le programme reprend non seulement les 5 chantiers, mais ajoute d'autres éléments. Et les éléments détaillés comme c'est de l'éducation ou de la santé, parce qu'il a été dit qu'il fallait créer plusieurs centres, des hôpitaux de référence. Des hôpitaux de référence dans toutes les villes. Les hôpitaux de référence, ce sont des zones de santé et que toutes les villes seraient dotées des hôpitaux de référence. Toutes les villes seraient dotées des centres de santé. Il n'y a pas que ça. Il faut construire les écoles. Il n'y a pas que ça. Il faut les équiper. Il n'y a pas que ça. Il faut réduire le taux d'analphabétisme. Il n'y a pas que ça. Il faut réduire la population scolarisable. Et réduire le taux de cette population scolarisable, etc. L'électricité, il faut arrêter le délestage. Il faut desservir l'eau potable. Ce sont ces éléments-là. Bref, il faut pousser à satisfaire les besoins
fondamentaux de Mais monsieur Mbaïma, on ne peut pas satisfaire ses besoins dans 100 jours, quand même. Bien entendu. C'est un travail de longue haleine. Je vous dis que pour apprécier la performance du gouvernement, il faut tenir compte des prévisions du gouvernement. Et donc, ces prévisions sont articulées dans un timing bien déterminé. Et ce que je viens de citer ici, c'est justement dans les 5 ans. Mais ici, nous sommes en train de parler des 100 jours du gouvernement. Écoutez, les 100 jours ne peuvent pas aller en dehors des prévisions. Et les 100 jours permettent, c'est pas un gouvernement volontariste, de poser des jalons, de poser les premiers actes, de poser un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. J'aurais souhaité, lorsque nous faisons cet exercice, et pour le rendre plus pertinent, que nous puissions nous poser la question. Par exemple, à la question de la desserte en eau potable, il a été dit qu'il faut qu'il y ait des stations dans toutes les villes. Et il n'y a pas que ça. Il a prévu également qu'il y ait des inductions d'eau gravitaire en milieu rural. J'aurais souhaité, et je n'ai peut-être pas eu la chance, de tomber sur cette feuille de route synthétique pour savoir quels ont été les actes qui ont été posés par rapport à cette question, par rapport à cette filière, au niveau des écoles. Quels sont les actes qui ont été posés au niveau de la fonction publique? Quels sont les actes au niveau de la décentralisation? Quels sont les actes? Bon, quand cela ne tienne, étant donné l'absence de cet outil d'appréciation, de cette matrice qui nous permettrait naturellement d'avoir un argumentaire conséquent, il faut dire que, au-delà de toute considération, il y a des actes qui sont posés. Des actes, par exemple, comme celui de bancarisation, de la paie des enseignants, parce que pour avoir des moyens, il faut savoir combien d'argent aille en destination, combien reste. Cet argent va permettre de renforcer. Cela fait partie de la révolution de la modernité. Attention. Il faut éviter des concepts dès lors là où on est dans la pratique. Ça, c'est la philosophie politique. Donc, je suis dans la pratique politique. Et donc, je suis simplement en train de vous dire que cette feuille de route aurait pu nous servir au regard des intentions. Mais malheureusement, pour l'instant, ce sont des actes qui sont posés. Il faut donner le temps au temps. Il faut donner vraiment le temps au temps. Et là, je te dis, comme le collègue, le contradicteur disait tout à l'heure, comme scientifique, comme planificateur, j'aimerais être un peu plus objectif. Parce que si je vous dis aujourd'hui que rien n'est fait, c'est qu'effectivement, je ne comptabilise pas les actes posés. Parce qu'il y a des actes qui sont des actes initiaux, qui préparent les autres actes. Et pour l'instant, véritablement, dans les 100 jours, le social est encore inexistant. Inexistant. Bien, monsieur. Même si on observe une volonté dans les chefs du gouvernement de faire des choses, mais il me semble qu'il y a encore un problème au niveau managérial, parce que même si on a la volonté, dès lors qu'il n'y a pas, une sorte de configuration managériale qui permet d'avoir des résultats, alors à ce moment-là, on risque qu'on attendra longtemps. Merci, monsieur Yamba Norbert. Monsieur Siti André Moulumba, je prends la balle au bon. D'après monsieur Yamba, le peuple attend les sociales. Et sur ces points, rien ne bouge. Qu'en dites-vous? Oui, vous savez, c'est comme je venais de le dire, messieurs les journalistes, et heureusement que vous venez de me rejoindre à mes propos, vous venez de rejoindre mes propos. Les concepts même social, c'est un concept apparemment que nous ne semblons pas bien maîtriser. Les concepts social, c'est un terme très global et globalisant. Mais je comprends votre préoccupation, parce que j'entends dire parler de cela par notre peuple, particulièrement notre population ici à Kinshasa, les sociales, alors que le problème qu'il pose est un problème réel. Quand il parle du social, messieurs les journalistes, il faut seulement dire qu'ils veulent l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Or, là, c'est un aspect du social, ce n'est pas le social. Ils veulent avoir à manger dans leurs assiettes. Alors que M. Yamayama vient de vous le dire ici, la construction des infrastructures, les écoles, les hôpitaux, les stations, ça fait partie du social. Donc, pour justement cette préoccupation, je pense, elle est prise en compte par le gouvernement de la République dirigé par son Excellence M. Matata. Mais vous savez que la politique sociale même,
c'est une politique structurelle. Non, mais ceci tient S'il vous plaît, non, je vais vous c'est un répondre. échange, c'est un échange. Tout à fait. Quels sont les actes sur terrain Ouais. qui vous poussent à soutenir cette thèse qui a des avancées sur le plan social? Des avancées d'ailleurs significatives, parce que lorsqu'on est en train de baliser les chantiers, les sentiers, n'est-ce pas, de la croissance, c'est une bonne chose. Au moment où je vous parle, vous êtes à Kinshasa, vous vivez au Congo comme moi. Il y a la stabilité du cadre macroéconomique. On assainit les cadres. C'est un préalable à la production. C'est la production justement qui génère le revenu. Parce qu'il faudrait qu'on ajoute, mais on va ajouter l'argent qu'on demande pour qu'on ajoute pour les salaires des agents fonctionnaires de l'État. Ça vient d'où? Cet argent qu'il demande, le revenu, c'est par rapport au travail, c'est par rapport, n'est-ce pas, à la production. C'est pourquoi je dis que c'est la production qui génère le revenu. Le revenu génère la consommation génère l'épargne, et l'épargne génère donc l'investissement. stabilité du cadre macroéconomique. Et stabilité des prix. Ça veut qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir 500 francs, je ne sais pas combien, vous dites j'ai les sacombis du sucre, et depuis que ce gouvernement est en place, vous pouvez garder jalousement vos 500 francs. Vous allez trouver toujours que les sacombis du sucre est à 500 francs. Ça, c'est un effort qui doit être encouragé au niveau du gouvernement. Messieurs les journalistes, vous savez que quand vous aviez toujours voyagé comme nous autres, comme M. Yamba Yamba. Quand vous partiez au port de Bichingobila, vous savez ce qui s'est passé? Quand vous voyagez, vous êtes à l'aéroport de Njili, vous voyez autant de tracasseries. Au jour d'aujourd'hui, le port de Bichingobila est désengorgé. L'aéroport de Njili est désengorgé. Fini les tracasseries. Non, vous dites fini, oui, mais pas totalement. C'est un processus. Ce sont des mécanismes que le gouvernement vient de mettre en place, n'est-ce pas, pour éradiquer justement le système de tracasserie. Ça, c'est à mettre à l'actif de ce gouvernement. Lorsque on prend des arrêtés pour l'interdiction, n'est-ce pas, de la fabrication des emballages en plastique, vous savez, aujourd'hui, la pollution, ça devient pratiquement un goulot d'étranglement, un fléau pour la société tout entière. Ce n'est pas seulement un problème de la RDC, mais c'est un problème du monde entier. On doit lutter contre la pollution. Mais il me semble que, ici dans notre pays, particulièrement la RDC, ces problèmes se posent avec beaucoup d'acuité. Et voilà pourquoi le gouvernement a pris comme mesure l'interdiction, n'est-ce pas, de la fabrication des sachets en plastique, des emballages en plastique, pour ne pas polluer, n'est-ce pas, notre environnement. Il y a aussi un problème de la relance, de la production. C'est important. Aucun pays au monde ne peut se développer s'il n'y a pas l'industrie. Dans notre pays, nous parlons beaucoup du développement. Congolaise est morte. Nous parlons beaucoup de l'émergence des pays émergents, mais apparemment on ne fait pas allusion, n'est-ce pas, à l'industrialisation. C'est le pivot même de tout développement. Mais aujourd'hui, je suis quand même très content de voir que le gouvernement de la République, à travers son ministère de l'Industrie, Petite et Moyenne Entreprise, on vient de relancer justement la cimenterie de la province orientale, support en sigle. Alors vous saviez tout, ce projet a commencé depuis longtemps, plus ou moins maintenant 8 ans, rien n'a été fait. Mais avec ce gouvernement actuel, vous avez vu, moi j'ai vu comme tout observateur, on a amené tout le matériel maintenant dans la province orientale pour que justement ces projets ne puissent pas rester lettre morte, mais que ça soit effectivement un acte concret posé par le gouvernement de la République. Comme je viens de le dire, c'est la production qui génère le revenu, c'est la production qui génère des richesses d'un pays. Et cela, ça passe absolument et impérativement par l'industrialisation du pays, ce qui vient d'être fait. Lorsque vous voyez, M. Dego, dans notre pays, la bancarisation, M. Yamba Yamba vient de le dire, je n'ai jamais connu ça. C'est une... Est-ce que vous savez... Non, mais cela ne doit impressionner personne, M. Moulumba. Non. Peut-être vous ne comprenez pas les dessous des cas, toutes les conséquences positives ou les externalités positives, justement, de cette bancarisation de la paix des agents fonctionnaires de l'État. Il y a des externalités positives. Quelles sont ces externalités positives? Est-ce que, monsieur le journaliste, vous savez que il y avait une enveloppe très importante qui prenait plus ou moins 50% du budget de l'État. Et ça allait justement au niveau du secteur éducationnel, donc l'éducation primaire, secondaire et autres. Mais avec ce système qui a été mis en place, pour votre information,
Est-ce que vous savez ce qui est rentré dans les comptes du trésor public? On a même trouvé plus de 30 écoles fictives. Il y avait beaucoup de magouilles autour de ça. Tout à fait. Alors, voilà les effets positifs de cette bancarisation, parce que les gens parlent avec beaucoup de légèreté quand j'entends, non, la bancarisation, ça existait longtemps, mais aujourd'hui, il y a les effets positifs. C'est bien qu'on parle de l'augmentation de salaire des agents fonctionnaires de l'État. Cet argent devrait venir d'où? Voilà qu'il y avait certaines personnes fictives qui prenaient cet argent. Alors ça devrait servir, n'est-ce pas, à l'augmentation. Tout ça, il faut le mettre dans l'actif du gouvernement Matata. Le gouvernement Matata est en train d'assainir l'environnement socio-économique et même politique de notre pays. Monsieur Norbert Yamba, une réaction à ce stade du débat? Merci. Je suis d'accord avec M. Mulumba lorsqu'il reconnaît la pertinence d'une croissance économique dans la satisfaction des besoins de la population. Mais je voudrais noter que la croissance économique n'entraîne pas nécessairement la croissance sociale. On peut avoir une croissance économique, mais le social n'est pas être la préoccupation des dirigeants. Et on a connu cette stabilité macroéconomique depuis 2007-2008. Depuis le gouvernement Mouzito. Depuis le gouvernement Mouzito. J'aurais souhaité qu'on évalue un peu quelle a été la performance du gouvernement malgré cette stabilité économique. Il me semble qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à cela. Vous voulez dire que c'est un fait d'hasard? Je dis non. Attention, parce que là, le débat est fondamentalement économique. Ce n'est pas un fait d'hasard. Il y a des restrictions qui ont été mises en route. Mais comme M. Mulumba le sait, une vraie stabilité macroéconomique est le résultat de la production. Et lorsqu'il y a absence de la production, et donc on est dans une sorte de stabilité artificielle. C'est très important. Et donc, on peut avoir de